Film de passion, film d'obsession, film de suicide, j'ai même entendu. Babylone de Damien Chazelle est sorti en 2022 aux États-Unis et sort en hiver chez nous en France. Le film, du haut de ses plus de 3 heures, raconte Hollywood, saupoudré de différents scandales et pratiques qui ont eu lieu à l'époque. Trop de décadence, pourrait-on dire, mais c'est aussi un lieu d'épanouissement artistique, de création cinématographique. Et le film nous montre la transition, la difficile transition du muet au parlant avec ce qui se passe dans Chantons sous la pluie, mais peut-être avec encore plus de violence. Et cette violence, eh bien, ce sont des personnages qui vont le recevoir. Notamment 3 personnages. Le premier de ces personnages, c'est Jack Conrad. C'est un acteur du muet, une véritable star qui ne va pas survivre au passage au parlant et va terminer ses jours tristement. Le deuxième personnage, c'est Nellie Laroy, qui est jouée par Margot Robbie, qui donne la réplique à Diego Calva, qui joue un Mexicain, Manuel Manny Torres. C'est un duo qui va fonctionner avec l'arrivée du parlant, qui vont plus ou moins s'en sortir. L'un, Manny, va brillamment comprendre l'importance du son et réussir sa carrière. Et la pauvre fille, jouée par Margot Robbie, elle va s'enliser dans les déboires et ne va pas s'en sortir. Donc, ce qui est assez terrible dans cette transition que nous raconte Babylone, c'est que nous avons des gens qui sont issus de l'ancien Hollywood qui ne vont pas survivre en fait au son parce que c'est une autre façon de procéder. Et on a des jeunes comme ce Manny qui est régisseur, voilà, pour cet endroit de débauche. C'est le début du film, le manoir de Jack Conrad. Il fait le régisseur de la débauche et finalement, il va être tellement assuré qu'il va avoir une chance qu'il va saisir avec la main tendue de Conrad. Et tu veux pas aller voir un tournage? Et bien sûr, c'est un tournage complètement épique, hein. Ce Conrad, il va se rendre utile. Et après la découverte de l'orgie et du tournage, eh bien, ce Manny va être sensible au changement. Il va être déjà sensible à l'opportunité que lui a donnée Conrad. Et après, il va saisir cette opportunité pour aller au plus loin. C'est un art quand même, le cinéma construit sur les douleurs, les gâchis, les morts, les corruptions et la notion de sacrifice, de passion et de mise. Et ce Manny en fait aussi les frais comme les 2 autres. Le film commence sur une grande séquence d'orgie, une sorte de grande déviance avec tout ce que vous pouvez imaginer. Eh bien, le film continue avec une autre sorte d'orgie, une orgie de cinéma, où nous avons une superbe scène sur une plaine où tout le monde tourne tout en même temps. Avec le muet, forcément, le son des studios juste à côté ne pose pas de problème, et donc chacun tourne son petit film côte à côte, à la lumière du soleil, à la lumière naturelle. Et ça se termine sur une espèce de bataille en fond, avec un moment magique, comme on dit, avec le Brad Pitt qui arrive comme ça et qui, complètement saoul, devient tout d'un coup le plus grand acteur du monde. Vraiment une magnifique scène. On voit les gens au travail, complètement déchaînés, mis en scène bien sûr avec un grand talent de Damien Chazelle, aussi bien pour les moments comiques ou d'émerveillement, comme la séquence d'orgie, la séquence de tournage, ou aussi des moments purement dramatiques. Le dernier plan qui représente Margot Robbie dans le film, le dernier plan, très très beau plan sur Brad Pitt. Le dernier plan de Brad Pitt, moi je l'ai trouvé absolument magistral. C'est formidable, fantastique. On a vraiment une gradation dramatique qui devient de plus en plus intime au fur et à mesure que le plan avance. Et on montre jusqu'au dernier moment la pudeur, mais aussi la générosité de ce Jack Conrad. Alors oui, c'est vrai qu'il agit comme un enculé avec les femmes. Ah, nous sommes complètement d'accord. Mais par contre, quand il s'agit de cinéma et de tendre la main aux autres, eh bien, il est assez champion. Moi, je l'ai trouvé vraiment remarquable d'avoir tendu la main comme ça, comme si ce n'était rien pour lui, mais pour Manny, c'était tout. Et j'ai trouvé ce geste formidable. Et il est sûrement arrivé à des gens qui n'étaient rien, d'avoir eu l'opportunité de devenir quelqu'un. Moi, je pense
ça vaut ce que ça vaut comme exemple, mais je pense à Luc Besson. Cette perspective de donner sa chance, parce que c'est aussi l'Amérique, comme on dit, le pays des opportunités. Et là, clairement, il nous le montre. Donc c'est aussi un film sur les clichés américains, ce que nous fait Damien Chazelle avec Babylone. L'arrivée du son massacre tout. Dès le départ, on est un petit peu, inquiet. Brad Pitt, dans les toilettes, dit « Mais quel est l'intérêt ?» Et là, on entend un gros prout dans les WC, dans un silence de tombe. Dans un silence de tombe. Et là, on se rend compte qu'il y a un potentiel comique. Tout comme il y a un potentiel comique. Comme il y a un potentiel dramatique. L'arrivée du son crée le silence. C'est-à-dire la différence entre un moment où le son est chargé et le moment où il n'y a rien. Il y a une scène formidable qui nous montre la répétition d'une scène à cause du son, du placement du micro, le ton, le volume de la voix. Et puisque avant nous avions une sorte de chaos maîtrisé sur cette plaine où tout le monde pouvait brailler et ça s'entendait pas, eh bien là, le soundstage en studio crée une violence phénoménale. Et je devrais encore ajouter quelque chose sur cette arrivée du son. L'arrivée du son, c'est l'arrivée de la parole, et de différents types de paroles, et même de différents styles de musique, etc., etc. Eh bien, c'est la tour de Babel, parce qu'avant qu'on donne la parole, eh bien, les films étaient universels, parce qu'ils étaient muets, et au moment où nous créons le son, nous donnons la parole, donc des paroles différentes, alors qu'avant, tout le monde pouvait se réunir sous n'importe quel film. Et c'est en cela que la tour de Babel, Babylone, se retrouve liée à aussi des thématiques bibliques. Et ça tombe bien, le muet est universel et le son est lié aux nationalités, aux groupes ethniques, aux continents sur lesquels les films se font. Un tel changement bouleverse la société, crée des morts même, puisque nous avons dans cette scène de studio le caméraman qui meurt parce que sa caméra est dans une pièce qui est complètement fermée et lui il étouffe et il meurt d'un trop plein de chaleur. Ce n'est pas aussi pour rien que dans le film on nous évoque le fait que le cinéma meurt, une partie du cinéma, une certaine idée du cinéma meurt avec le son. Et à la fin du film, Damien Chazelle fait un montage assez précis avec des images d'autres films. Et ces dernières images, avant que ça devienne totalement abstrait, sont des images numériques. Tron, Matrix, Avatar, des films de ce type-là. Et j'ai l'impression que, en faisant ça, en nous parlant quand même d'un film sur une mort de cinéma, eh bien il est en train de nous raconter une deuxième mort, celle du réel du cinéma, avec des films de cet acabit-là. C'est peut-être un peu excessif, sachant que il s'agit quand même d'un tout petit pourcentage de films, là où le son impactait absolument tout, et je pense que cette perte de réel, cette mort du réel, cette mort de ce qui est réellement à l'écran, c'est la deuxième mort du cinéma. Et c'est peut-être ça qui est dénoncé par Damien Chazelle avec ses dernières images. La fin du cinéma, pourrait-on dire. La fin de l'image réelle en mouvement. Et il a de la prétention de nous raconter tout ça. C'est plutôt réussi, je trouve. À 38 ans, le réalisateur il fait ça. Il a une envie d'impressionner, et c'est quand même assez impressionnant. Une maîtrise, une ingéniosité, je dirais pas une innovation, mais ça nous rappelle aussi le potentiel du film, le potentiel du langage, le potentiel du montage, le potentiel des discours. Il sait quand faire un montage plus rythmé, comme il sait quand il faut faire des plans beaucoup plus longs, voire même, pourrait-on dire, des plans séquences, pour nous rendre compte des fois du bordel. Un bordel qui a une amplitude spatiale, et nous pouvons rendre compte de l'espace en laissant la caméra tourner, en voyant le parcours que doit faire la caméra entre un point A et un point Z. Et toute la distance entre l'un et l'autre a été chorégraphiée, a été mis en vie par le réalisateur. Et à plusieurs moments, ces plans sont les bienvenus dans le film. Le film a été aussi tourné
en pellicule. Il y a quelques flous, on sent que le 35 mm est là, avec sa patte, ses qualités et ses défauts. Par exemple, il y a un moment où il y a Brad Pitt qui sort d'une séquence avec la critique de film, superbe séquence, il change de position, d'un plan à l'autre, puisqu'il va sortir du cadre. Puisqu'il change de position, eh bien il devient flou, et il faut changer le point. Et il y a cette variation qui tarde un peu à apparaître, qui nous montre un flou, voilà, que l'acteur est passé de mode. Tout comme pour l'actrice, Leroy, elle doit rentrer dans les soirées mondaines pour se faire bien voir, ce qu'elle n'accepte absolument pas. Elle vomit carrément sur les pontes. Le film, peut-être, subit une légère perte de rythme, je dirais dans son milieu, peut-être deuxième partie de milieu de film, avec un petit problème de rythme, une sorte de petite descente avec le personnage de Tobey Maguire. Pas nécessaire, je trouve qu'il soit présent dans le film, mais on montre aussi une corruption, une déviance qui s'installe dans Hollywood, sur la longue durée, même dans la société. Et ça inclut aussi peut-être le film quelque chose de dégueulasse qui se met en branle dans le film. Et c'est en cela que je parlais de film suicide. C'est un film quand même qui est très agressif envers Hollywood. Il y a quand même une des premières scènes, c'est un éléphant dans un camion qui fait caca sur la caméra, hein. Et Margot Robbie vomit sur des personnes dans la scène où il y a les pontes et les gens qui ont les gros sous, quoi. C'est quand même un film assez cruel. Il y a une violence contre l'industrie, contre aussi ce que c'est devenu vis-à-vis justement de la mort du cinéma qui est vécu comme une tragédie pour beaucoup de gens. Et la fin qui nous montre des images numériques. On termine avec des images numériques, hein, quand même. Et c'est vraiment les trucs. Il est clair que là, il veut nous dire quelque chose vis-à-vis de l'utilisation de ces images. Par rapport au début du montage, nous avons des images filmées iconiques. On a La Passion de Jeanne d'Arc, on a L'Homme à la caméra. Voilà, on est des films, voilà, des films de cet acabit-là, quoi. Des films qui sont réels, en quelque sorte, dont les choses à l'écran sont réelles. Bien sûr, quand c'est un film sophistiqué, un film qui parle d'Hollywood, un film fait pas forcément pour faire plaisir aux gens, eh bien, c'est un film qui n'a pas du tout marché au box-office. C'est un film pourtant qui est un film de moyenne gamme, de moyenne haute gamme, je devrais dire 80 millions de dollars pour le budget, c'est formidable hein, d'avoir donné autant d'argent pour faire un film pareil. C'est un film qui a de l'ambition, c'est un film aussi qui a des acteurs qui sont connus, hein, Margot Robbie et Brad Pitt, hein. Et je salue aussi la prestation de ce petit Candide hein, avec qui on va découvrir le monde, donc ça nous sert vraiment de Candide, hein. On va découvrir et s'identifier à lui parce qu'il découvre le monde d'Hollywood. C'est Diego Calva qui joue super bien, qui joue le Manny, hein, vraiment superbe. Donc c'est vraiment un travail de style pour nous rendre compte de certaines idées, de certaines... Je pense que même qu'il y a beaucoup plus de choses que ce que je vous dis là. Il y a même un moment où on voit un clip avec marqué Babylone sur un clap de film. Mais dans vraiment un plan subliminal. Hein. On sent un sens métaphysique. Hein. On a des frames de moments clés, en fait, où on a un moment, un clip avec marqué Babylone, donc qui s'inclut dans le film directement. Hein. Il n'a pas peur, il n'a pas peur. Je terminerai peut-être avec une réplique, une citation de Jean-Pierre Lavoignat dans le Club Le Figaro, qui a dit une chose avec laquelle j'étais plutôt d'accord. Il dit « Autant La La Land est un film d'aujourd'hui, mais qui regarde le passé. Autant Babylone est un film qui parle d'hier, mais qui évoque ce qui se passe aujourd'hui. » Je ne serai pas jusqu'à dire qu'on arrive à un moment où le cinéma doit se réinventer. Parce qu'on parle de quoi, là ? D'un film dans une tour d'ivoire? Pas vraiment de cinéma. C'est un film qui est limité. C'est un film qui n'engage pas beaucoup de métrage derrière lui. Il s'agit quand même d'avoir une vision plus globale. Le cinéma, ce n'est pas que ce grand spectacle. C'est beaucoup plus que ça.